À la fin du 19e siècle du 42e millénaire, le mal enfoui dans les gènes des Astartes ébranla à nouveau le Caelum Aurae. La Missio Sictus eut lieu. Elle fut l'une des plus terribles traversées par le chapitre. Les Astartes durent affronter leurs frères choisis, des groupes de cultistes, mais également des démons. Ces démons mélangeaient parfaitement les charmes masculins et féminins. Des démons horriblement attirants et dont la perversité suintait sur leur peau. Mais ces démons ne furent pas les seules créatures venant du grand océan. À leur côté apparurent des êtres figés dans l'extase la plus totale. Des êtres torturés par le plaisir le plus intense. On leur donna bien des noms, les torturés, les champions du plaisir ou encore les Emperor Children. Le déroulé exact des événements fut, comme toutes les moissons, scellé au plus profond des archives du pic du Corénis, protégé par les gardiens des secrets. Mais malgré tout, des murmures continuèrent de se répandre. Des murmures expliquant pourquoi l'ancien maître de chapitre Caedemos Corénis fut confiné dans un sarcophage de Dreadnought. Des murmures de l'exploit d'un Astartes se tenant devant un dieu. Des murmures narrant le jour où le futur maître de chapitre se tint devant le primarque démon de Slanesh, Fulgrim, le Phénicien. De par ce qu'il s'était passé en ce jour du 42e millénaire, l'origine de l'entrée des démons fut activement recherchée parmi les mondes de l'empire de Normank-Touran. Le système de Proland fut alors identifié comme point d'origine de la moisson. Là-bas, le roi Obalarius s'était mis à organiser de gigantesques orgies depuis plusieurs années. Ces fêtes y étaient les lieux de tous les excès, des lieux où les âges ne signifiaient plus rien, où les femmes pouvaient être agressées à mort par plusieurs hommes, où les domestiques pouvaient être atrocement torturés pour le plaisir pervers de leur maître. L'impérator prit alors une mesure exceptionnelle. Après un rapide procès, le roi Obalarius, sa famille et toute sa cour survivante furent dérogés et exécutés. On les marquait au fer rouge d'une aquila avant de les pendre en place public. L'empereur de Normank-Touran voulut que tous comprennent la gravité de leurs crimes. Mais la disparition du roi de Proland et de sa cour provoqua une grave crise politique dans le système. Les nobles se disputèrent la couronne. N'y étant pas aveugle, l'impérator nomma rapidement un nouveau roi, un duc proche de ce dernier, Iulius Quintus Priscius. Mais le nouveau souverain ne fit pas l'unanimité parmi les nobles Prolandai, si bien qu'en l'an 914 du 42e millénaire, il fut retrouvé assassiné. L'impérator tenta bien de retrouver les coupables. Les nobles en profitèrent alors pour faire accuser leurs ennemis. Une guerre politique eut alors lieu entre les familles nobles pour obtenir la couronne Prolandai. Profitant de l'instabilité du système entier, des factions hérétiques se soulevèrent dans toutes les cités ruches. Trop occupés à s'entre-déchirer, les nobles n'y firent pas attention. Ce furent les officiers à la tête des régiments de défense du système qui se rendirent compte du danger. Et ils décidèrent d'envoyer un message de détresse vers Normank-Touran et les autres systèmes. Parmi toutes les factions qui se soulevaient, une inquiéta davantage les autorités. Un culte nommé le Religio Novicium Imperatorem. Il semblerait issu des niveaux inférieurs de Camotistat, la capitale du système et ville la plus importante de Proland Primus. Mais ce qui fit craindre le pire aux dirigeants Normantai était que ses fidèles présentaient des traits physiques semblables aux xénoformes Tyrannae. Tous craignirent que les tyrannides pourraient se trouver sur le monde de Proland Primus alors qu'ils réapparaissaient déjà sur Normank-Touran. La mission de pacifier Proland Primus fut alors confiée au Magnus Centurio Tribunus Legioni Duncan de la Sectum Septuaginta Octovia Legion. Mais il savait ne pas avoir les forces suffisantes pour reprendre le contrôle de la capitale. Alors, une missive fut envoyée vers le pic du Corénis, une missive implorant l'aide des tout-puissants Mortes. Le maître de chapitre Aurus fit alors réunir un conseil de guerre. Des dissensions séparèrent les officiers. Certains ne voulaient pas engager le chapitre dans une nouvelle campagne. Une division était encore enlisée dans une campagne sur le mont Dumbara Creed. Les pertes de la dernière moisson et de la campagne d'Ichinosis n'étaient toujours pas comblées, et le retour des tyrannides mettait le chapitre en alerte. Toutefois, ils ne pouvaient abandonner ces humains qu'ils avaient juré de protéger. Le maître de chapitre trancha alors. Il n'enverrait qu'une compagnie et uniquement à la capitale.
Même s'il ne révéla pas quelle compagnie serait choisie, tous les officiers présents se doutèrent de laquelle aurait cette charge. Les deux tribounis se rencontrèrent alors quelques jours plus tard pour préparer leur plan. Duncan présenta tout d'abord ses respects au maître de chapitre, lui disant qu'il était honoré de pouvoir compter sur la présence des Astartes. Aurus lui rendit ses salutations avant de lui dire qu'il ne pouvait abandonner des humains, mais il lui expliqua les effectifs qu'il enverrait. Duncan fut heureuse de savoir que 100 Astartes se battraient aux côtés de ses forces, et il fut honoré de savoir quelle compagnie serait déployée. Aurus avait choisi la Primaria Centauria du Regimentum. Les humains allaient se battre aux côtés de certains des plus grands héros du chapitre, des vétérans d'innombrables champs de bataille, de véritables légendes vivantes. Confiant en la puissance des Astartes, Duncan décida de revoir les effectifs qu'il enverrait à la capitale. Il avait originellement prévu une division de la taille d'un bataillon, mais avec les renforts du Caelum Aurae, il pouvait revoir cette force à la taille d'une compagnie. Le reste allait alors pouvoir être redéployé ailleurs sur le monde. Les officiers définirent des secteurs jugés de grande importance. Le premier de ces secteurs fut le spatioport, car ça serait de là que serait acheminé tout le ravitaillement depuis l'orbite. Le second fut le secteur du palais. Au-delà de la dimension symbolique, il était situé au centre de la ville. Sa prise permettrait alors de pouvoir atteindre rapidement les différents quartiers de la capitale. Toutefois, les deux tribounis n'oublièrent pas qu'il leur fallait également purger la présence hérétique et xéno de tous les quartiers. Duncan demanda à Aurus de laisser cette tâche ingrate à ses forces. Celle d'Aurus leur faisait déjà l'honneur de se battre à leur côté, et elles devaient se battre sur les champs de bataille les plus nobles. Aurus accepta cette demande. Le début de l'opération fut alors prévu le 271e jour de l'an 939 M42 du calendrier impérial standard. Le tribunus Aurus décida d'envoyer à Camotistat l'intégralité de la Primaria Centauria du Regimentum. Cette compagnie comprenait 100 des plus grands héros du chapitre. On y retrouvait des vétérans faisant le respect de la Légion tout entière, comme les Antesignani en armure d'or ou les tout-puissants gardes Terminator. À leur côté se trouvaient des vétérans moins prestigieux mais faisant tout de même le respect de leurs frères, comme les Corvi Caputi Incano ou les Terrores Milites. Et avec eux se trouvaient deux des plus grandes reliques du chapitre, un char lourd Kratos et un Dreadnought Contemptor. On dit qu'ils seraient originaires de la Légion des Salamanders il y a 10 millénaires de cela. Aux côtés de la compagnie, le maître de chapitre décida d'envoyer 2 tech marines du 1er bataillon d'ingénierie mécanique de l'Armamentarum. Leur mission serait d'aider à l'entretien des machines de la compagnie, mais également des soldats de Duncan. 2 apothicaires du 1er bataillon de médecins de combat et une section du 2e bataillon hospitalier de l'Apothecarion furent également envoyés à Camotistat. Les premiers pour suivre la compagnie au combat, les seconds pour soigner les hommes et les Astartes dans des hôpitaux de campagne. Et enfin, une escouade de libraires du 2e bataillon archéologique accompagnerait leurs frères afin d'étudier leurs ennemis et renseigner les officiers. Le croiseur d'attaque, baptisé le Drac, assura le transport et le ravitaillement des Astartes. À la tête de cette division des Mortes se trouvait la capitaine Astrid. Cette femme était une ancienne palatine de l'Ordre de la Lumière. Elle fut la première sœur à rejoindre les rangs du chapitre à la fin de la campagne d'Ichinosis. Son expérience comme sœur vétérante et son titre firent que quand il fallut nommer un nouveau capitaine pour la première compagnie, Aurus proposa lui-même Astrid. Cette annonce interrogea cependant de nombreux frères du chapitre. Mais très vite, cette femme se battant aux côtés des plus grands héros de Narmanctoran inspira les femmes de tout l'Empire. Et une nouvelle génération de recrues se présentèrent au test du chapitre. Aux côtés de la capitaine se trouvaient les lieutenants Caesos de la première section et Meltius de la seconde. Tous deux étaient des vétérans d'innombrables champs de bataille et ayant accompli de grands exploits. Ils officiaient en tant que conseillers pour l'élaboration des stratégies et porteurs de la parole d'Astrid sur le champ de bataille. Les régiments de Normanctai ayant beaucoup à faire face aux Tyrannides, ce furent des régiments Owadilai qui partirent pour Proland.
Le tribunus Duncan avait déjà prévu de déployer toutes ses forces sur le monde de Proland Primus. Et avec l'aide des Mortes, il pouvait n'envoyer qu'une division de la taille d'une compagnie à la capitale. Ça serait une division blindée composée des 24e pelotons d'infanterie mécanisée, du 41e peloton de chars, du 64e peloton de reconnaissance mécanisée, du 85e peloton du génie et enfin du 116e peloton de logistique. Ces rangs étaient composés de nombreux soldats d'infanterie, de transport et de véhicules légers. Mais il s'y trouvait également de nombreux chars Lehman Russ et Rogaldorm. Son véhicule de commandement était un tout-puissant char super lourd Stormlord. La 208e flotte Owadilai assurerait le transport et le soutien du régiment. La Major Baron Gwendal fut placée à la tête des forces de la garde. Les capitaines à ses ordres étaient tous originaires du peloton qu'il commandait. Au total, ce fut une force composée de plus de 1400 gardes Normantai qui se rendit à Camotistat. Cette division regroupait aussi bien des héros reconnus de l'Adeptus Astartes que de simples humains inconnus. Et au commandement de tous ces soldats se trouvaient des officiers vétérans. La flotte Normantai sortit du Grand Océan, le croiseur Drake en tête. Après l'ouverture des volets blindés, les officiers purent voir le monde de Proland Primus. C'était un monde recouvert d'immenses déserts radioactifs et de canyons asséchés. Ce résultat était la conséquence d'une industrie intensive durant des millénaires. Les seuls témoins de la vie sur la planète étaient ces cités et 2 biosphères de la taille d'une petite lune. Ces lieux étaient des terrains de chasse pour les nobles du monde. Au nord, elle bordait la ville de Camotistat. Cette ville était une construction titanesque. Elle s'élevait dans les cieux au point d'atteindre la limite de l'atmosphère de la planète. Elle était la plus grande ville du système. Une ville colossale qui rendrait fou n'importe quel architecte qui tenterait de l'étudier. Là vivaient entassées des dizaines de milliards de personnes, la plupart dans une grande pauvreté. Dans l'espace, les chefs de la division se réunirent. Autour d'une table holographique dans le Drake, Astrid, Gwendal et leurs officiers revirent une dernière fois le plan. Leur premier objectif était de prendre le spatioport. Cette mission fut assignée aux Mortes. La première compagnie se chargerait seule de cette prise. Le but était double. Leur premier objectif était d'intimider leurs adversaires avec une attaque éclair. Le second était de donner espoir aux soldats humains qui allaient suivre. Une fois le port sous contrôle, il allait servir de point de commandement pour la division ainsi que de point d'appui. Les Astartes partiraient vers le quartier du palais alors que les humains se chargeraient de reprendre le contrôle des autres quartiers. Alors que le Drake descendait en orbite basse, dans ses hangars, les Mortes se préparaient. Les modules de largage ne seraient pas employés pour ne pas mettre en péril les installations portuaires. Alors, les vétérans Stenguard montaient dans le Stormraven tandis que les Vanguard se préparaient à être parachutés. Les Terminators entraient dans les chambres de téléportation tandis que le frère Walus fut sorti de sa torpeur. La première vague qui attaqua le spatioport fut composée des escouades de vétérans Vanguard et Stenguard, combattant côte à côte se couvrant mutuellement par le bolter ou le marteau. Ils enfonçaient les lignes ennemies telle une tempête inarrêtable. En avant-garde, le lieutenant Kaesos menait les incursors de la compagnie. Tapis dans les ombres, ils éliminaient toute menace qui tentait de contourner leurs frères. Et quand les balises de téléportation arrivèrent, ils s'assurèrent qu'aucun Xenos n'approcha de trop près. 4 colonnes de lumière apparurent alors, et les gardes Terminator arrivèrent sur le champ de bataille. Les premiers ouvrirent le feu avec leur Bolter Storm ou lance-flamme lourd, tandis que les seconds chargèrent dans la mêlée, écrasant de leur marteau tonnerre tous ceux qui se tenaient devant eux. Alors que des renforts mutants accouraient vers les Astartes, le sol se mit à trembler, et soudain, le vénérable frère Walus apparut à un angle. Avant que ses adversaires ne puissent réaliser, il se mit à tirer de son canon Caresse. Des volées de missiles vinrent frapper les lignes arrière, tandis que sa main gauche crachait des flammes et broyait tous ceux qui tentaient de le prendre à revers. Quelques Xenos étaient toutefois parvenus à survivre à l'assaut et se trouvèrent derrière la ligne de front. Ils tentèrent bien de se réunir et de s'entraider, mais ces tentatives se soldèrent toutes par des échecs. Menés par le lieutenant Meltius, les riveurs de la compagnie sécurisèrent l'arrière-garde. Pendant ce temps, les 2 chars Astartes furent amenés, un illustre Kratos et un noble exécutionneur.
Les Xénos réalisèrent alors que toute résistance était inutile. L'avancée d'Ed Mortes ne pouvait être arrêtée. Alors, la retraite fut ordonnée. Mais leurs adversaires ne les laissèrent pas s'en aller si facilement. Les Hellblasters se mirent en position et firent des tirs de mortier avec leurs armes à plasma. En parallèle de cela, des volées de bolts fauchèrent les fuyards. Les gardes intercesseurs lourds s'étaient également mis en position, et leurs fusils firent de redoutables tirs de barrage. Les derniers combattants à débarquer du Stormraven furent Astrid, son écuyère Ecclosia et sa garde d'honneur. Au loin résonnait le bruit des combats. Même si l'assaut fut très bref, il fallut encore plusieurs heures pour totalement sécuriser le spatioport. Certaines salles durent être purgées au lance-flammes, tandis que les ombres de la compagnie coupaient toute retraite. Quand les premières Valkyries vinrent se poser, les soldats en descendant virent les Astartes réunir les cadavres de Xénos dans d'immenses charniers. Il n'y eut aucun prisonnier, aucun survivant. Le capitaine Julian félicita Astrid. La vue de tous ces morts était un spectacle digne du chapitre. Mais la capitaine lui fit remarquer qu'elle ne recherchait aucun compliment, mais qu'elle était heureuse si cette première victoire inspirait les autres. Pendant ce temps, des soldats du 116e peloton et des manœuvriers se préparèrent à accueillir des vaisseaux qui descendaient vers le port. Le Drac et d'autres vaisseaux de transport de la marine vinrent s'amarrer au quai pour commencer à décharger leur cargaison. Les archéologues et les apothicaires du chapitre purent alors venir faire une série de prélèvements sur les carcasses de Xénos. Les premiers résultats furent très inquiétants. Non seulement ils étaient proches des xénomorphes Tyrannae, mais ils étaient également semblables au culte qui fleurissait sur Narmak-Toran avant que les Tyrannides ne soient de retour. Ce premier compte-rendu fut immédiatement envoyé au pic du Korinis. Puis, les charniers furent remplis de flammes pour qu'il n'en reste rien. Non loin de là, un poste de commandement fut installé dans la capitainerie. La major Gwendal présenta la suite du plan. Les apothicaires du chapitre et les médecins de la division allaient devoir installer un hôpital de campagne. Les hangars seraient utilisés par les Techmarines et Technogures pour l'entretien des véhicules. Le peloton de logistique sera la seule force à toujours rester à la base pour assurer l'appui de l'avancée. Des sentinelles, quelques chars et plusieurs unités d'infanterie assureront la défense de l'installation. Et comme il fut prévu, les gardes humains sécuriseront les quartiers tandis que les Astartes partiront vers le château. Astrid décida que ses forces remonteront une avenue. Cette décision fut prise pour aider aux manœuvres des chars de la compagnie. Mais avant de partir, des unités de reconnaissance partirent cartographier les zones. Les reconnaissances rapportèrent de nombreuses barricades bien défendues dans la ville. Il fut alors décidé qu'une partie de la division Owadilai suivrait les Astartes. 200 humains et leurs véhicules furent placés aux ordres d'Astrid. Voilà une semaine qu'ils avaient quitté la base. La progression était lente et les embuscades nombreuses. Les croisements devaient toujours être sécurisés et les barricades détruites. Les blindés ouvraient le chemin, le Kratos en tête de colonne. Tandis que leurs frères Hellblaster et Stengward restaient derrière les véhicules, les intercesseurs lourds avançaient à leur côté, faisant office de véhicules légers pour les autres gardes. Partout autour d'eux, le spectacle était le même. La ville avait perdu de son prestige par ces années de crise. Les soldats progressaient dans des ruines encore habitées. Certaines portes arbitrairement choisies furent défoncées et les maisons furent fouillées. Les familles s'y étant cloîtrées poussaient des cris de panique. Plus d'une fois, les Astartes durent intervenir pour calmer les esprits de par leur présence et leurs mots. Soudain, alors que le sergent Leocadius surveillait la progression de son char, un tir vint ricocher sur son casque. Le tir avertit la présence d'un tireur embusqué. La progression fut stoppée, et tout le monde se cacha derrière les blindés. L'Astartes avait vu d'où provenait le tir. Alors, il rechargea le canon à plasma de son char et fit feu dans l'immeuble. L'explosion fit s'effondrer une partie de la façade, mais elle ne tua pas tous les soldats ennemis. Ils se précipitèrent alors aux fenêtres pour tirer. Mais avant que le moindre coup de feu ne fût tiré, la fumée fut traversée par de nombreux bolts. Les intercesseurs lourds firent un tir de barrage qui déchiqueta les derniers combattants dans l'immeuble. Et la progression reprit alors. Peu de temps après, alors que la colonne remontait l'avenue, des tirs profitèrent de l'antigravité du répulsor. Une mitrailleuse ouvrit le feu et des tirs fauchèrent plusieurs gardes se tenant derrière le char. Le canon tira à travers la fenêtre d'une cave au ras de la route. Encore une fois, la colonne fut stoppée. Et cette fois, ce fut un Hellblaster du nom d'Erikos qui intervint. Il rechargea son arme avant de sortir de la couverture d'un mur.
Le tir fut d'une redoutable précision. Là encore, une partie de la façade s'écroula alors que l'explosion dévasta la cave. La colonne arriva enfin à son objectif, une place au croisement entre plusieurs avenues, mais elle n'était pas encore totalement sécurisée. Les gardes le surent très vite. Alors que le Kratos arrivait, un obus vint le percuter. Un canon avait été installé au rez-de-chaussée d'un commerce, mais il n'avait pas la force de pénétrer le blindage du char lourd. Faisant toujours preuve d'un calme olympien, le sergent ouvrit le feu dès que son canon était prêt. Le plasma fit fondre le métal et projeta des éclats dans la pièce. De plus, les obus du canon embusqué explosèrent. Les quelques survivants sortirent de la fumée en poussant des cris d'agonie. Alors que nombre de leurs cousins n'auraient pas hésité, les Mortes n'osèrent pas tirer. Ces ennemis étaient des humains, des gardes planétaires. Ce furent finalement des tirs dans leur dos qui leur apportèrent le repos de l'empereur. Leurs frères River sortirent des ombres et rejoignirent les officiers de la colonne. Ils vinrent se réunir autour des corps. Des questions se formèrent dans leurs esprits. Pourquoi des gardes planétaires gisaient là? Pourquoi se battaient-ils aux côtés de ces hérétiques? Combien d'humains comptaient les rangs de leurs ennemis? Et de quel arsenal disposaient-ils encore? Les officiers envoyèrent alors un rapport au centre de commandement pour les avertir de leur découverte. Des gardes planétaires entretenaient un canon embusqué au dernier grand carrefour avant les murailles intérieures. Tous avaient retiré leur aquila et autres symboles Normanktai. Ils les avaient remplacés par celui du culte. Toutefois, certains parlaient entre eux à voix basse. Ils faisaient attention que les cultistes autour ne les entendent pas. Leurs paroles pourraient les condamner à mort, dévorés par ces mutants. Plusieurs semblaient les avoir rejoints pour rester en vie ou étaient déçus par leurs promesses. Voilà 2 semaines que les Astartes étaient arrivés, et ils ne faisaient que reculer. Les morts se comptaient déjà par centaines. Soudain, des ombres surgirent devant la cachette de ces soldats, et l'instant d'après, des volées de bolts vinrent transpercer les humains et les Xénos se tenant là. Quelques fous tentèrent de fuir, mais ils se retrouvèrent bloqués par des armures massives. L'assaut des Terrores Milites fut bref, mais il n'y eut que 2 survivants. Le chef de la cachette ainsi qu'un soldat blessé à l'épaule. Tous 2 furent emmenés par Stormraven au spatioport pour y être interrogés. Après les incursors, ce furent aux River d'entrer en scène. Ces derniers avaient une spécialisation peu connue en dehors du chapitre, tant elle pouvait mettre en péril la confiance faite aux Mortes. C'étaient des bourreaux très efficaces. Ils avaient fait le serment de défendre le chapitre et ils n'avaient pas peur de perdre leur humanité pour ça. Le sergent Lucius s'occupa du chef capturé. Il aida un apothicaire à faire des prélèvements tandis qu'Astrid l'interrogeait. Le garde blessé fut personnellement interrogé par le lieutenant Meltius. Celui-ci fit venir le plus jeune frère de l'escouade afin qu'il découvre ce à quoi pouvaient se livrer les riveurs de la compagnie. Ce dernier regardait le prisonnier sans pitié pour ce traître. Meltius commença par installer sur la table tous les instruments avec lesquels il interrogerait le pauvre malheureux. Pris de panique, celui-ci expliqua qu'il n'avait aucune information importante. Il n'était qu'un simple garde. Ces cris et cette peur amusèrent les 2 Astartes. Puis, l'officier commença à interroger le garde. Des cris de douleur et des supplications résonnèrent alors. Mais dans toute cette boucherie sans pitié, le lieutenant prit garde de ne pas lui briser la gorge ou les mains. Il le fit pour que le prisonnier puisse toujours répondre à ses questions. Ce dernier avoua alors tout ce qu'il savait. Il expliqua aussi ce que faisaient des gardes planétaires avec ces hérétiques. Le soldat ne parvenait pas à expliquer, mais les cultistes parvenaient à ensorceler n'importe qui via leurs prêches et leurs promesses. Et très vite, cette nouvelle foi se répandit dans les rangs de son régiment. En peu de temps, la majorité des gardes avaient prêté allégeance à ce nouvel empereur. Ceux restant loyaux à l'Imperium furent massacrés sans pitié. À présent, tous les gardes planétaires de la ville étaient des adorateurs de ce culte. Le prisonnier confessa ses péchés. Il les avait rejoints car il ne souhaitait que vivre. Cette preuve de lâcheté énerva le jeune frère. Il voulut lui faire payer, mais le lieutenant le retint. Il annonça froidement au garde que son destin serait sûrement de devenir serviteur. Enfin, si on parvenait à faire quelque chose d'un traître comme lui. Puis, les 2 Astartes s'en allèrent. Ils laissèrent l'humain se lamenter, meurtri. Dans une autre salle des sous-sols, le second prisonnier était lui aussi interrogé. Mais contrairement à son soldat, il faisait preuve d'une grande résistance à la douleur. L'apothicaire avait beau l'opérer sans anesthésie, aucun cri de douleur ne sortait de sa bouche. Et quand il parlait, c'était pour narguer Astrid. Il se vantait que le culte contrôlait la ville, et bientôt, le système serait à eux. Il se vantait que les nobles voueraient tous fidélité au nouvel empereur, et que d'ici peu,
l'empire de Normank-Toran serait à eux. Astrid luttait contre elle-même. Elle mourait d'envie de faire taire ses provocations. Mais elle ne le pouvait pas tant que le médecin n'avait pas fini ses prélèvements. Alors, elle prit son mal en patience. Après 2 semaines et demie de progression, les unités Astartes et humaines arrivèrent à la muraille intérieure. Le mur était devenu une véritable forteresse. Les cultistes étaient nombreux au sommet des remparts. La haie s'était abaissée, et de nombreux véhicules des forces de défense protégeaient l'entrée. Dès que les cultistes virent les Mortes et leurs alliés, ils firent s'abattre un déluge de feu. Des lasers, des bolts et autres tirs d'armes lourdes vinrent déjà tuer plusieurs gardes. Les Astartes s'interposèrent pour les protéger et leur permettre de se mettre à couvert. Mais cet acte blessa plusieurs Mortes. Le frère apothicaire Rigobert soigna alors leurs blessures une fois qu'ils furent mis à couvert. Un siège se mit rapidement en place. Peu de temps après le début des combats, le Kratos et l'exécutionneur de la compagnie avaient détruit la plupart des véhicules ennemis. Les derniers chars de la division se chargèrent de ceux qui restaient. Les Hellblasters tirèrent en mortier et les intercesseurs en barrage. Les canons laser étaient la plus grande menace à éliminer. Ils pouvaient sérieusement endommager un blindé d'un seul tir. Dans une position plus éloignée des combats, Astrid élabora un plan avec les officiers présents. Ils ne pouvaient pas enfoncer la herse de front, il leur fallait la contourner. Pour cela, les corbeaux à tête blanche et leurs frères River escaladeront le mur tandis que les Terminators seront téléportés au sommet de la muraille. Ce plan était risqué, mais tous savaient que c'était leur seule chance de pouvoir passer avant d'être massacrés. Des cultistes attaquaient déjà leurs arrières. Pour permettre aux Terminators d'être téléportés, le Stormraven devait les emmener dans les chambres de téléportation du Drac. Mais alors qu'ils venaient de ramener la première escouade, un drame se produisit. Un missile venant des remparts intercepta le vaisseau. Le pilote tenta de redresser son appareil, mais il ne put qu'éviter les soldats au sol. La vision de la carcasse enflammée de ce vénérable vaisseau fut un terrible spectacle pour les Astartes. Des frères tentèrent de la rejoindre pour sauver ses occupants, mais les lieutenants et l'apothicaire les en empêchèrent. Ils savaient que le pilote et l'artilleur étaient déjà morts. La capitaine se mit à craindre le pire. Non seulement leurs ennemis disposaient d'armes anti-aériennes, mais à présent, leurs ravitailleurs leur furent retirés. De plus, ces soldats voulaient venger leurs frères morts devant leurs yeux. Craignant que ses forces ne se lancent dans des actions impulsives, Astrid donna son accord pour lancer l'assaut au plus vite. La nuit venue, les Rivers furent les premiers à escalader le mur en silence. Ils montèrent à 2 positions différentes à distance égale des combats. Les troupes de siège continuèrent d'harceler les positions défensives. Les grimpeurs pouvaient voir les explosions et les tirs à une centaine de mètres. Les cultistes se rendirent compte de l'assaut uniquement quand les premiers Astartes étaient arrivés au sommet du mur. La surprise de cette attaque ébranla les mutants et les hérétiques. Ils tentèrent de repousser les Rivers, mais ceux-ci furent rejoints par leur frère Vanguard. Mus par la volonté de venger leur frère abattu plus tôt, les Mortes ne firent preuve d'aucune pitié. Quand les gardes Terminator arrivèrent, un massacre sans nom eut lieu. En bas des murs, on entendait les explosions des grenades et des bolts ou des cris de ceux brûlés vifs. Il fallut quelques dizaines de minutes pour que la herse se lève. Les troupes et les véhicules purent alors entrer dans les hauts quartiers de Camotistat. Voilà des jours que les Astartes et les derniers soldats humains tenaient un ancien manoir. Le carburant se faisait de plus en plus rare, ainsi que les munitions. Les rations diminuaient également. Les Normank-Tai s'étaient enfoncés trop loin dans les lignes ennemies. Les cultistes avaient alors refermé leurs pièges en coupant leur ravitaillement. À présent, chaque tentative se faisait intercepter par des tirs anti-aériens. Voyant le moral de ses troupes s'assombrir chaque jour un peu plus, Astrid décida de lancer un assaut contre une place voisine. Cette place accueillait de nombreuses pièces anti-aériennes puissantes. Les détruire pourrait permettre enfin un précieux ravitaillement en carburant, munitions et vivres. Mais pour les atteindre, il fallait progresser plusieurs centaines de mètres dans les ruines de cette ville. Pour ce faire, les unités d'assaut des gardes Terminator allaient devoir escorter des groupes de soldats. Ils rempliraient le rôle de véhicules légers. Une fois une route sécurisée, le reste des troupes prendrait d'assaut la place.
Le sergent Rudolph sélectionna ses 4 meilleurs soldats pour l'accompagner. Bailios, le troisième frère le plus âgé de l'escouade, Joyce, un duelliste hors pair, Octavius, un noble ayant quitté sa famille pour rejoindre le chapitre, et Reinhardt, le dernier frère à avoir rejoint l'escouade. Au début de la mission, les Terminators et leurs alliés parvinrent à enfoncer les lignes ennemies facilement en ne subissant aucune perte. Mais soudain, une xénoforme apparut derrière un mur, plus grosse que toutes celles rencontrées. Elle était plus grosse que les Terminators. Son corps était musclé, protégé par une épaisse carapace en chitine et dont les 4 bras et 2 jambes étaient armés de griffes acérées. Ce monstre n'était pas un simple mutant ou hérétique, c'était une xénoforme conçue pour le combat face aux Terminators. Son existence ne signifie qu'une chose, les tyrannides étaient présents sur ce monde. Malgré l'arrivée de ce monstre, Reinhardt le défia en duel et se jeta sur lui. Rudolph tenta bien de retenir son jeune frère, mais celui-ci ignora ses ordres. Il chargea la créature, mais celle-ci parvint à le stopper. D'un coup de griffe, elle trancha son casque et lui fit une grande entaille au visage, lui crevant un œil. Le sergent voulut aider le blessé au sol, mais une autre créature apparut et sauta à la gorge d'Octavius, le tuant sur le coup. Rudolph ordonna à ses soldats de battre en retraite alors qu'il allait secourir Reinhardt. Il se chargea en premier lieu du meurtrier d'Octavius. Un rapide duel s'engagea entre les deux. Le Xéno tenta de fendre le bouclier du sergent, mais la relique ne fut qu'endommagée. A l'inverse, son épée énergétique perforait sans peine la carapace. Et en peu de temps, il put lui transpercer le corps et jeter son cadavre au sol. Le sergent tourna ensuite le regard vers son cadet. Celui-ci était maintenu au sol par la créature qui s'apprêtait à l'achever. Mais elle fut surprise de voir le dernier Terminator debout l'attaquer. Elle bondit en arrière, mais perdit tout de même un bras. Un cri de douleur et de rage retentit avant qu'elle ne se jette sur Rudolph. Celui-ci parvint à bloquer le monstre avec son bouclier. Ses griffes s'y plantèrent alors et le traversèrent. Constatant que cette relique était perdue, il l'écrasa sur la xénoforme avant de la transpercer de son épée. Dans un dernier geste, le monstre planta ses griffes dans le flanc de Rudolph, le blessant sérieusement. Il lui arracha alors la tête pour la tuer pour de bon. Reinhardt se plaignit de l'intervention de son aîné. Examinant sa blessure, ce dernier le fit taire rapidement avant de voir ce qui arrivait. Des cultistes étaient en train d'arriver en nombre pour défendre la route. Les deux Terminators fuirent alors avant d'être submergés par les xénoformes. Il parvint à se cacher dans une citadelle. Le sergent ordonna à son frère de fuir avec les autres. Prenant cela pour un excès de zèle, Reinhardt voulut combattre à ses côtés, mais Rudolph ne comptait pas revenir de cet affrontement. Ce sacrifice toucha le jeune frère qui ne voulait pas se résigner à abandonner son chef. Mais après un dernier échange solennel, il lui offrit son marteau tonnerre en cadeau d'adieu avant de partir. Derrière la citadelle, les cultistes étaient parvenus à rattraper les fuyards. Bien qu'ils donnaient tout pour protéger leurs soldats, les deux Terminators peinaient à contenir leurs ennemis. Soudain, Reinhardt détruisit un mur et sauva les derniers gardes in extremis. Alertés, des renforts Mortes et Owadilai accoururent pour aider à l'évacuation. La mission était un échec. La place n'était pas sous contrôle. Il n'y avait aucun espoir de ravitaillement. Presque tous les gardes étaient morts, ainsi qu'Octavius et le sergent Rudolph. Constatant la gravité de la situation, Astrid ordonna à ses troupes de se remettre en mouvement vers le château. Après une semaine de progression lente et fastidieuse depuis leur départ du manoir, les Astartes se battaient seuls. Les chars Owadilai étaient tombés à court de carburant. Leurs équipages avaient bien tenté de suivre les Mortes, mais tout comme leurs frères fantassins, ils furent peu à peu décimés. Les événements étaient également préoccupants pour les derniers survivants. Chaque frère n'avait plus que quelques chargeurs. Les armures étaient abîmées, les armes commençaient à être très usées. Les deux chars allaient également tomber à court de carburant, et il fallait disputer âprement chaque rue. Heureusement, ils arrivèrent à leur objectif, le palais royal. Mais c'était devenu une forteresse lourdement défendue. Dès l'arrivée des Astartes, des tirs vinrent s'écraser sur leurs armures. Une bataille s'engagea alors. Ces guerriers surhumains avaient beau ni manger ni dormir depuis des jours, ils n'hésitèrent pas à se lancer au combat. Mais Astrid, elle, n'avait pas la résistance de ces guerriers, et elle tomba, inconsciente. Rigobert se précipita alors pour l'aider. Les deux lieutenants prirent alors le commandement de la compagnie. Leurs ordres furent simples, chaque tir devait servir, il ne fallait gaspiller aucune munition. Et alors, aucun tir ne fut inutile. Mais ce combat fut également le plus terrible depuis le début de la campagne. Bien qu'il donnait tout jusqu'au bout, il y eut de nombreuses pertes. Après avoir passé la première porte, le répulsor s'arrêta. Un tir de roquette pris à revers fit exploser ses moteurs. Mais son équipage parvint à s'en sortir avec des blessures légères. Le Kratos, quant à lui, tomba à court de carburant 2 portes plus loin.
Les escouades de Vanguard, Incursor et River furent envoyées sécuriser les hauteurs, et malheureusement, 6 d'entre eux trouvèrent la mort, ainsi que 2 Hellblasters et un intercesseur lourd. Mais ces pertes ne firent que redoubler la rage des Mortes. Mais les cultistes se battaient jusqu'à la mort pour la moindre salle. Nombreux furent les Astartes qui finirent par se battre au couteau afin d'économiser des munitions ou car ils étaient arrivés à sec. Et après plusieurs dizaines d'heures d'un combat acharné, le château était sous contrôle. Une fois totalement maîtres des lieux, Meltius et Caessos réorganisèrent leurs forces. Les Terminators, Standguard, Intercessors et Hellblaster furent envoyés le long du chemin de ronde. Les Bladeguard, Terminator d'assaut et Vanguard allaient devoir officier comme gardes du château. Et enfin, les Incursors et River devront être les yeux et les oreilles des défenseurs. Les Astartes se saisirent des dernières caisses de munitions pour bolters lourds afin de recharger les armes qui le pouvaient. Le dernier apothicaire vint prélever le génogerme des morts. Et dans la salle du trône, Astrid reprit enfin connaissance. Elle demanda tout de suite un rapport de la situation. Le doyen la lui expliqua alors. Elle comprit qu'elle était catastrophique et que jamais elle ne pourrait tenir longtemps à un siège. Alors, elle décida d'appeler à l'aide. En temps normal, cette annonce aurait de quoi surprendre. Mais les vétérans comprirent que sinon, ils mourraient tous. Alors, on amena un enregistreur à Astrid et elle déclara dans ses dernières forces « Général Aorus, je vous adresse ces mots pour vous appeler à l'aide. Nous sommes arrivés au château, mais au prix d'importantes pertes. Nous sommes isolés de toute aide. Je prie l'empereur Gwen pour que ce message vous parvienne. Général, venez-nous en aide. Je vous en supplie, ou cette ville est condamnée. »